Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Nous allons voir aujourd'hui le mode solo de la baie des marchands, avec le colporteur et le forgeron. Je vais faire le tour ici des règles de base sans module complémentaire, ainsi que les règles de tous les marchands de la boîte de base et de la boîte d'extension Grand Maître. Je vais donc expliquer en même temps que la partie le forgeron, et vous retrouverez à la fin de la vidéo l'explication des règles des 7 autres marchands. Une partie de la baie des marchands se déroule en 3 manches, et chaque manche est divisée en 4 phases. On commence par la phase d'arrivée. Première chose à faire, piocher des aventuriers dans le sac et en mettre 2 par bateau. Petite précision aussi sur la carte voyou pour cette partie. Elle indique ici que les voyous peuvent être dans les bateaux. Si j'avais eu un sac ici, tous les voyous piochés lors de cette phase auraient été mis de côté pour pouvoir piocher un aventurier de couleur et les voyous auraient été remis dans le sac. Maintenant que les aventuriers ont été mis sur les bateaux, on va maintenant piocher une carte pour le colporteur. La mettre dans la partie droite au milieu. Pour l'instant, ça n'a pas d'effet. Et toujours pour le colporteur, on va y piocher autant d'aventuriers que de cases vides avec l'icône de bateau. Donc au début, c'est normal qu'il ait les 4 cases vides. Le voyou qui a été pioché reste ici. Il n'est pas impacté par la règle des cartes voyous. La phase d'arrivée est maintenant terminée, on entame la phase de production. C'est dans cette phase que les marchands vont produire leurs marchandises pour pouvoir les revendre dans la phase suivante. La phase de production va durer jusqu'à ce que tous les marqueurs sabliers aient atteint le marqueur marché ici. Le joueur actif est donc déterminé par le jeton sablier. Ici, le jeton noir, c'est le colporteur, et le bleu, le forgeron. Le joueur actif est le joueur qui a le sablier le plus en retard. En cas d'égalité, c'est le joueur dont le sablier est au-dessus qui devient le joueur actif. Le colporteur va alors commencer à jouer. Quand le colporteur doit jouer, il suffit de piocher une carte et la mettre dans la zone de gauche, et ensuite d'exécuter l'action qui est au milieu. Ici, le colporteur fabrique une fois une petite marchandise jaune et une petite marchandise verte. Et ça lui coûte 2 temps. Je place les marchandises sur son étal et je vais bouger son sablier de 2 temps. Une fois que son tour est terminé, la carte de droite va dans la défausse et celle de gauche va à droite. 1, 2. Le forgeron est maintenant le joueur actif. Le forgeron va devoir essayer de forger des armes et des armures pour essayer de les revendre. Alors, je vais expliquer toutes les cases actions du plateau avec un exemple. Tout d'abord, lors de la mise en place du forgeron, j'ai dû lancer 4 dés et conserver les résultats. Ces 4 dés présentent ma réserve que je vais pouvoir placer dans un des 4 fourneaux. Une action ne peut pas être effectuée 2 tours de suite. Si mon forgeron avait été ici au tour précédent, je suis obligé de choisir une autre action qui est encore disponible sur mon plateau. Lors de la mise en place, chaque fourneau a reçu un dé charbon. Les dés positionnés ici vont pouvoir être débloqués à partir de cette action, nous permettant d'avoir plus de dés de couleur en réserve, et donc de pouvoir alimenter plus de fourneaux pour fabriquer plus de marchandises. Si par exemple, je décide de faire cette action, qui coûte un temps, je choisis 2 dés puisque mon fourneau a 2 emplacements. Le premier dé qui vient ici n'a pas d'influence à part sa valeur. Par contre, le dé ici va déterminer la couleur de la marchandise qui va être créée. Pour le dé bleu, je vais regarder cette partie du plateau.
on nous dit ici que pour fabriquer une marchandise bleue, il nous faut 12 ou plus sur le total des dés qui se trouvent dans ce fourneau. Ici, nous n'avons que 10. Donc, on rentre dans le deuxième critère. Sur un 10 ou un 11, la marchandise est quand même créée, mais on reçoit un malus. On va devoir piocher une carte corruption. Lorsqu'on pioche une carte corruption, on la met à côté du plateau et on la retournera qu'à la fin du jeu. Chaque carte corruption nous donne des malus en fin de partie. Alors, on va pouvoir forger une marchandise bleue, mais le fait de forger la marchandise ne fait pas partie de l'action. Ici, on vient juste alimenter les fourneaux avec 2 dés. Donc c'est lors d'une deuxième action qu'il va falloir que j'emmène mon forgeron sur cette case ici, qui est l'action forger, qui va coûter 2 temps, et qui va déclencher les 4 fourneaux en même temps. Si j'y vais tout de suite, je peux donc créer ma grande marchandise bleue que je mets sur mon étal, et ensuite je retire tous les dés qui se trouvent dans les fourneaux. Je relance les dés que je viens de récupérer, et je peux aussi décider de relancer les dés qui sont en réserve. Et ici, mon action forgée est terminée. L'action qui se trouve ici permet d'alimenter le four à fusion. Si je décide de faire cette action, je prends n'importe quel dé de ma réserve, je le place ici, et lors de ma prochaine action forgée, je pourrais choisir de prendre un des dés en plus pour le mettre dans ma réserve, en plus de récupérer celui que je bloque ici. Si par exemple, suite à cette action, je vais alimenter ce fourneau-là avec un dé bleu, si ma prochaine action est de forger, je vais alors utiliser tous les fourneaux comme on vient de voir, et récupérer n'importe quel dé du four à fusion pour le mettre dans ma réserve et obtenir un nouveau dé que je vais pouvoir mettre dans mes fourneaux. À noter que enlever un dé ici débloque un mécénat, qu'on verra un peu plus tard. Alors si je continue dans mon exemple, je reprends ce dé là. Ici, 5, 6, 7, 8, je produis une petite marchandise bleue, mais comme j'ai 8, je gagne une carte corruption. Je place la marchandise dans mon étalage, je reprends mon dé, et à la fin de l'action forgée, je relance les dés que j'ai récupérés, et je peux choisir de relancer les dés qui sont déjà dans ma réserve, au choix. Les 2 dernières actions possibles du forgeron sont les actions communes à tous les marchands. Cette action-là permet d'aller recruter un habitant pour compléter notre équipe. Les habitants se situent ici. Si je choisis de recruter cet habitant-là, je regarde en dessous pour voir son coût de recrutement. Pour 2 temps, je peux recruter cet habitant qui me fera défausser une de mes cartes corruption immédiatement. Alors, je prends la carte corruption et je la mets en dessous le tas. Et cet habitant, je choisis sur quelle case de mon équipe je vais la mettre. Les icônes qui se trouvent dans cette partie sont les bonus qu'on obtient quand on achète l'habitant. Je vais par exemple la placer ici. Ce qui va me permettre de débloquer une nouvelle compétence. On peut alors avoir jusqu'à 4 habitants dans notre équipe. Une fois un habitant acheté, on doit recompléter la liste des habitants, en déplaçant le plus à droite possible les habitants et en piochant une nouvelle carte. Et la dernière action du forgeron est justement d'utiliser, pour 2 temps, toutes les capacités des habitants que je possède. Plus j'ai d'habitants, plus cette action est puissante. Pour le forgeron, si je déclenche cette action tout de suite, je ne peux bénéficier que de ce bonus. Ce bonus permet d'ajuster les jetons charbon de n'importe quel fourneau de plus ou moins 3, à répartir comme on veut. Par exemple, j'en rajoute 2 ici, et 1 ici, ou j'aurais pu encore diminuer ce dé-là de 3. Le deuxième bonus permet de remplir entièrement les cases libres d'un fourneau avec les dés de notre réserve. Le troisième bonus permet de lancer l'action forgée sur 2 fourneaux maximum. Et le dernier bonus permet de supprimer une carte de corruption si on en a une.
Je vais maintenant remettre en place pour continuer la partie. Comme première action, je vais aller au four à fusion. Je mets un dé ici. L'action me coûte un temps. J'avance de 1. Le dernier sablier, c'est encore celui du forgeron, donc on peut rejouer. Je vais envoyer le forgeron dans ce fourneau-là, mettre le dé 2 jaune. L'action coûte aussi un temps. Je suis dessus la pile des sabliers, donc c'est encore à moi de jouer. Je vais me mettre sur le fourneau d'à côté et mettre un 2 rouge. J'avance d'un. Et cette icône ici m'indique que je dois piocher un aventurier et le mettre sur un bateau. Je pioche un aventurier du sac. Et je choisis où il va. Ensuite, c'est au colporteur de jouer. Il gagne une grande marchandise bleue. Pour un temps. Donc j'avance d'un. Et il doit aussi placer un nouvel aventurier sur un bateau. Pour le colporteur, c'est un peu spécial. On va prendre la couleur de la marchandise la plus à droite, bleu. Je regarde si j'ai un client bleu, j'en ai pas. Je prends la marchandise d'après, du vert. Est-ce qu'il a un client vert? Oui. Donc je prends cet aventurier et je dois le placer sur un des bateaux. Ensuite, je remets les aventuriers comme ça. Et sur les deux cartes ici, on a des indications sur où placer l'aventurier. On va le placer sur un bateau qui se situe à gauche par rapport à l'île centrale et le plus éloigné de l'île. L'île centrale se situe ici et le bateau le plus éloigné, c'est celui-là. Le tour du colporteur est fini. On peut voir sur l'horloge que c'est encore à lui de jouer. Cette fois-ci, il produit une petite marchandise rouge pour un temps. C'est maintenant au tour du forgeron. Et ici, je vais choisir l'action forger. Je vide le four à fusion en choisissant le rouge. Ici, j'ai un total de 5 pour faire du rouge. Il me faut 8 ou moins pour que ça fonctionne. Donc on est bon. Je crée une petite marchandise rouge. Ensuite, je crée une petite marchandise jaune. 4, 5, 6. Il me faut 6 ou moins pour réussir. Je lance les 4 dés que je viens de récupérer pour former ma nouvelle réserve. Mon action forgée est terminée et je vais avancer de 2 cases sur l'horloge. 1, 2. Ici, je dois piocher encore un aventurier. Que je mets ici. C'est au tour du colporteur. J'avais oublié d'enlever la carte du tour précédent. Il produit une petite marchandise bleue pour 2 temps. 1, 2. Il doit placer un aventurier. Est-ce qu'il a un aventurier bleu? Non. Un rouge? Oui. Je prends celui-là. Il est indiqué de le placer sur un bateau qui se trouve à droite de l'île et le plus proche de l'île. Le colporteur le met sur ce bateau-là. Le bateau est plein. Quand un bateau est rempli d'aventuriers, il doit aller à quai. Ce bateau-là peut aller soit dans ce quai-là, soit dans celui-là. Le colporteur choisit de le mettre sur ce quai-là, car sa carte indique le plus près de l'île. Donc le quai le plus près de l'île, c'est celui-là. Et les aventuriers débarquent. Il faut savoir que les bateaux de droite ne peuvent pas aller sur les quais de gauche, et
les bateaux de gauche ne peuvent pas aller sur les quais de droite. Donc à la fin de la manche, on va se retrouver avec 2 bateaux sur les quais du milieu, un bateau à gauche et un bateau à droite. Et donc, il va rester 2 bateaux qui n'auront pas rejoint le quai. C'est maintenant au tour du forgeron. Je le mets ici pour pouvoir aller chercher un habitant. Je choisis celui-là qui va me coûter 2 temps et une carte corruption. Je prends la première carte corruption, sans la regarder jamais près de mon plateau, et je la découvrirai en fin de partie. Donc cet habitant me donne instantanément une grande marchandise rouge. Et je vais le placer ici. Je replace un nouvel habitant. J'avance de 2. 1, 2. Je dois retirer un aventurier. C'est un voyou. Alors, faut savoir que les voyous sont des aventuriers qui n'achèteront rien. C'est maintenant au colporteur de jouer. Il crée une grande marchandise jaune. Et avance de 2 cases sur l'horloge. 1, 2. Il doit placer un aventurier. Est-ce qu'il a un aventurier jaune? Oui. Donc on le prend. Et on le place à droite de l'île, le plus éloigné de l'île. C'est ce bateau-là. Et il termine son tour. C'est de nouveau au tour du forgeron. Je vais me mettre sur un grand fourneau, mettre un 6 rouge et un 5 jaune. Cette action m'a coûté un temps. C'est encore à moi de jouer. Je vais sur le fourneau d'à côté, mettre un 6 bleu et un 5 rouge. J'avance de 1. Et cette fois-ci, l'icône m'indique que je dois mettre 2 aventuriers sur les bateaux. Le premier bleu. Alors, je suis sur le point de créer une grande marchandise bleue. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre ici. Le bateau est plein. Je le fais arriver sur ce quai. J'en tire un deuxième. Jaune. Je vais le mettre sur ce bateau. Et le faire arriver sur ce quai-là. Une fois que les 2 quais d'un côté sont remplis, on va vider le 3e bateau dans les salles de clan. Il y a 2 bleus qui vont ici et un rouge ici. C'est maintenant au tour du colporteur. Alors ici, on a un x0. Donc il ne crée aucune marchandise rouge et il utilise un temps. Il doit maintenant poser 2 aventuriers sur les bateaux. Il ne reste qu'un voyou au colporteur. Il doit alors le placer sur un bateau. Il va le placer sur le bateau de droite, le plus éloigné de l'île. Comme la partie droite est terminée, on prend la partie gauche. Donc sur un bateau à gauche, le plus éloigné de l'île. Il le met ici. Ça remplit le bateau qui arrive dans le dernier quai disponible. On vide le dernier bateau dans les salles des clans. Le colporteur devait piocher un 2e aventurier, mais comme tous les bateaux sont à quai, ça annule l'action. À savoir aussi que quand tous les bateaux sont à quai, le jeton marché se place directement devant le sablier le plus avancé. Concrètement, on n'a plus qu'un tour à jouer avant de terminer la phase. Le colporteur va jouer son dernier tour. Il crée 2 petites marchandises bleues et 2 petites marchandises rouges. Alors, comme il n'a pas la place, donc il fait cette action 2 fois. Première fois, il fait un bleu, un rouge. Et il essaye d'en refaire un bleu, un rouge, sauf qu'il ne peut pas. Il est indiqué ici que s'il ne peut pas créer une marchandise, il reçoit des aventuriers.
Donc je ne peux pas créer 2 marchandises, il va recevoir 2 aventuriers. Piocher au hasard dans le sac. 1, 2. Et pendant que j'y suis, s'il avait eu un maximum d'aventuriers ici, tout aventurier supplémentaire supprimerait une de ses cartes corruption s'il en avait. Son action est terminée. Il avance de 2 cases sur l'horloge. 1, 2. Voilà. Il est possible d'aller plus loin que le jeton marché. C'est maintenant au forgeron de jouer. Je vais lancer son action forgée. Pour gagner une marchandise rouge, donc 6 et 6, 12, donc j'ai plus que ce qui est recommandé. Je crée une grande marchandise rouge. Et je crée une grande marchandise bleue. J'ai plus que 12, donc c'est bon. Et pour finir mon action, je décide de relancer tous mes dés. J'avance mon sablier de 2, ce qui met fin à la phase de production. On passe maintenant à la troisième phase, qui est la phase de marché. C'est ici qu'on va vendre nos marchandises. On va commencer à vendre nos marchandises dans ce quai-là, puis celui du milieu, et le dernier. Alors, comment ça fonctionne? Sur le quai le plus à gauche, les clients qui sont ici vont acheter que des grandes marchandises. Ceux du milieu ne prennent que des petites marchandises. Et ceux de droite peuvent prendre les grandes ou les petites, mais si je choisis cette option, je prends une carte corruption. Vendre des marchandises, c'est très simple. C'est pas obligatoire par contre. Moi qui ai créé tout à l'heure une grande marchandise bleue, je peux décider de ne pas les vendre et le garder pour un prochain tour. Si je vends cette marchandise ici, vu qu'elle coûte 8 pièces d'or, je la multiplie par le nombre de clients qui ont la couleur des marchandises. Si je vends ma marchandise, je me fais 8 pièces d'or. Donc c'est ce que je vais faire. Je supprime cette marchandise-là. J'avance mon marqueur or de 16. Ici, c'est moi qui vends en premier, car mon sablier est au-dessus de celui du colporteur. S'il avait été au-dessus, c'est lui qui vendait ses marchandises en premier. Et on va faire comme ça pour chaque quai. Alors moi, je viens de revendre sur ce quai-là. Je regarde si le colporteur a une marchandise à vendre, sachant que lui, il vend dès qu'il peut. Donc oui, il dispose d'une marchandise bleue qu'il va revendre sur ce quai. Et il va monter à 16 son compteur. J'aurais pu aussi revendre ces 2 grandes marchandises rouges au client qui est ici, ce qui m'aurait fait monter de 12 points. Mais je préfère les garder pour une meilleure occasion. On passe maintenant au quai du milieu, qui n'achète que des petites marchandises. Moi, je peux revendre cette marchandise rouge, donc c'est ce que je vais faire, et je vais monter mon total d'or de 6. Je me place donc sur 22. Le colporteur, lui, va vendre une petite marchandise de 3, 2 petites marchandises rouges, et ces 2 marchandises bleues. Ce qui lui augmente de 29 son total. 2 marchandises bleues de 4 à 1 bleu, 2 marchandises de 3 x 2, et une marchandise verte fois 3 clients. Donc ça nous fait un total de 29. Ce qui l'emmène à 45 pièces d'or. Ensuite, on passe au dernier quai. Moi, je vais revendre une marchandise jaune de 4 sur ce quai-là, ce qui me fait que je gagne 12 pièces d'or, et comme j'ai vendu sur un quai où il y a une corruption, je gagne une carte corruption. J'arrive, moi, à 34 pièces d'or. Le colporteur, quant à lui, peut vendre une petite et une grande marchandise à 3 acheteurs jaunes. Il gagne ainsi 36 pièces d'or et une carte corruption. Il a un total de 81 pièces d'or. Pour ce qui est de revendre des marchandises, c'est maintenant fini. On passe à une étape de mécénat. L'étape de mécénat pour le colporteur, on va regarder les clients qui sont encore sur son plateau. Et pour chaque couleur de client qu'il a encore sur son plateau, il va recevoir
un nombre de pièces d'or en fonction du nombre de clients qu'il y a dans les salles de clan. Il lui reste un client bleu, donc il va se faire 3 pièces d'or, plus 2, puisqu'il a un client vert. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça l'amène à 86 pièces d'or. À mon tour, moi, j'ai débloqué qu'un seul mécénat. Plus tôt dans la partie, j'ai débloqué ce dé-là. Ce dé-là me permet d'avoir du mécénat rouge. Donc je vais regarder combien il y a de clients rouges dans la salle et je vais recevoir un montant de pièces d'or égal. Il y a 2 clients, je reçois alors 2 pièces d'or. La phase de marché se termine, on passe à la dernière phase qui est la phase de nettoyage. Premièrement, je supprime l'habitant qui est en dernier. Je bouge les autres vers la droite et j'en pioche un nouveau. Deuxième chose à faire, réinitialiser l'horloge. À la deuxième manche, alors on remet le jeton marché sur 12. On prend un jeton souris qu'on met sur 1 et les sabliers sur 2. Pour ce qui est de l'horloge, on est bon pour débuter la deuxième manche. Ensuite, pour débuter la troisième manche, c'est simple. C'est la dernière souris qui se mettra sur le 2 et la troisième manche commencera avec les sabliers sur le 3. Pour finir cette phase de nettoyage, il reste à réinitialiser les cartes du colporteur. Je reprends toutes les cartes et je les remélange. La dernière phase est finie, on peut commencer la deuxième manche. Première phase, la phase d'arrivée. Comme tout à l'heure, on va piocher 2 aventuriers et re-remplir les bateaux. Les aventuriers qui sont déjà dans les salles de clan, ils restent jusqu'à la fin de la partie. Pour le colporteur, pareil que tout à l'heure, on met une carte à droite et on pioche jusqu'à ce que les cases avec un bateau soient remplies. Et là, il n'y avait que 2 cases vides. Cette nouvelle phase d'arrivée est terminée. On passe à la phase de production, etc. jusqu'à la fin de la partie. Petite info aussi sur l'horloge. Une fois mon sablier ici, je peux très bien choisir de continuer sur l'horloge normalement, ou alors de passer sur une aiguille. Si je passe sur une aiguille, je gagne une carte corruption. Mais ça me fait gagner un temps sur l'horloge. En passant sur l'aiguille, je n'exécute pas l'action de placer un aventurier sur un bateau. Pour ce qui est du colporteur, il y a une indication sur son plateau qui va nous dire s'il prend l'aiguille ou s'il va directement sur le 6. Cette indication se trouve ici. En gros, s'il n'a que 3 marchandises dans son étal, il ira sur l'aiguille. S'il a plus de 3 marchandises, il n'ira pas. Et comme indiqué tout à l'heure, pour la troisième manche, on se retrouve avec une configuration qui permet de passer sur 2 aiguilles. Lors de la fin de la troisième manche, il n'y a pas de phase de nettoyage. On passe directement au décompte final. Lors du décompte final, tous les joueurs révèlent leur carte corruption et bénéficient du mécénat de fin de partie. Tout à l'heure, j'avais reçu 2 cartes corruption pour le forgeron. En fin de partie, on les retourne et on regarde les icônes qu'on a. Ici, j'ai 4 icônes de corruption. Je multiplie le nombre d'icônes de corruption que j'ai. J'en ai même une 5e. À cause de l'habitant que j'ai acheté. Donc je multiplie ce nombre d'icônes corruption par 2 voyous dans le repère du voyou. Et je déduis d'autant de pièces d'or que ce nombre. On peut voir que les cartes malus apportent aussi des bonus. Ici, si je sacrifie une petite marchandise jaune, je peux supprimer cette carte. Ici, je reçois un mécénat vert. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, 2 pièces d'or. Et comme je viens de vous le montrer, les icônes des habitants que vous avez recrutés comptent pour le décompte de fin de partie. Je viens de prendre en compte cette icône. Maintenant que je prenne en compte le rouge, en l'état, j'aurais gagné 2 pièces d'or. Et après ce décompte final, celui qui a le plus de pièces d'or remporte la partie. On passe maintenant au chronomancien, marchand de la boîte de base. Alors, le chronomancien a 2 figurines. À chaque fois que vous faites une action, vous bougez l'un des 2 personnages. Sachant que le chronomancien ne peut jamais dépasser l'assistant. Les déplacements vont toujours se faire dans le sens horaire. Si je décide de déplacer l'assistant lors d'une action, je peux l'arrêter sur la case de mon choix, sachant que l'assistant doit s'arrêter obligatoirement sur la prochaine machine temporelle et doit attendre le chronomancien. Donc ici, je peux aller
sur une de ces 4 cases. Si je m'arrête ici, je gagne pour 2 temps une petite marchandise jaune ou bleue. Ici, rouge ou verte, mais cette fois pour 2 temps et une corruption. Ici, acheter un habitant pour 2 temps. Et si je vais directement sur la case machine temporelle, j'obtiens 2 jetons temps figé. Chaque jeton qui n'est pas à sa place débloque un mécénat. Je peux décider d'utiliser ces jetons-là à tout moment pour réduire le temps de mes actions. Par exemple ici, je viens d'avoir 2 jetons, je peux très bien les utiliser tout de suite pour que l'action ne me coûte que 0 temps au lieu des 2. Mais si je fais ça, les mécénats ne sont plus disponibles. Il va falloir que j'aille récupérer ces jetons si je veux débloquer de nouveau les mécénats. Lors d'une prochaine action, le chronomancien va pouvoir bouger lui aussi sur une case de son choix, ou même aller directement dans la prochaine machine temporelle. Si le chronomancien s'arrête sur cette case, son action sera de bouger la tuile 2 de une case vers le bas, à l'aide des tuiles du flux temporel. Donc c'est au choix. Je choisis cette tuile-là, je la glisse, celle qui sort, je dois la retourner et la mettre dans le flux temporel. Cette action a pour conséquence de changer les actions disponibles sur la ligne haute du plateau. Une fois que les 2 personnages sont dans une machine temporelle, l'assistant peut de nouveau bouger. Et cette fois-ci, sur la ligne inférieure. Donc cette action, pour 2 temps, déclencher les bonus équipe, gagner des marchandises, gagner une grosse marchandise rouge, ou alors aller sur la machine temporelle et aller chercher 2 jetons temps figé. Ensuite, tout en respectant la restriction que le chronomancien ne peut pas dépasser l'assistant, il choisit une case où il s'arrête, et une fois qu'il se retrouve dans cette machine temporelle, c'est le côté gauche du plateau qu'on va modifier avec une tuile de notre choix. Le jeton du bas est retourné et est mis ici. Et ainsi de suite. Il ne me reste plus qu'à vous expliquer les actions habitants. Donc elles sont très simples. Ici, échanger une petite marchandise d'une couleur en une autre. Échanger une petite marchandise contre une grande. Échanger une grande marchandise contre 2 petites. Et supprimer une carte corruption. On passe maintenant à l'alchimiste, marchand du jeu de base. La première action possible est de prendre des ingrédients dans le décanteur. Ici, j'ai 3 cases. Chaque case désigne la ligne où je vais prendre des ingrédients. Avant de commencer l'action, je choisis une couleur. Si je me mets au milieu et que je choisis la couleur verte, je vais prendre tous les ingrédients verts de cette ligne et tous les ingrédients noirs, y compris les ingrédients verts et noirs qui vont tomber par la suite une fois que j'aurai enlevé les verts. 2. J'ai un noir qui est tombé, je le prends. Et je m'arrête ici. Je dois placer les ingrédients dans mes chaudrons. Je place les 3 ici, mais j'aurais très bien pu disperser les ingrédients. Si un chaudron est rempli avec 3 billes noires, il explose. Et tous les ingrédients qu'il y a dedans vont dans le chaudron de déchets toxiques. Alors, petite précision, que ce soit 3 billes noires ou des billes noires et des icors noirs. Ça aura le même effet. Alors, je vais laisser comme ça. Pour terminer l'action, je vais remplir les décanteurs en piochant des nouveaux ingrédients. Il peut arriver qu'en prenant des ingrédients dans le décanteur, je ne puisse pas les stocker dans mes chaudrons. Dans ce cas, si c'est un ingrédient de couleur que je ne peux pas stocker, je le remets dans le sac. Par contre, si c'est un icor noir que je ne peux pas stocker, je le mets dans le chaudron de déchets. Ensuite, nous avons l'action brasser. Cette action permet d'utiliser une des recettes qui se trouve ici pour chaque chaudron. Alors évidemment, vaut mieux faire cette action quand plusieurs chaudrons sont remplis d'ingrédients. Ici, si je fais l'action brasser, je peux faire plusieurs choses grâce à ce chaudron. On vous indique ici que 2 ingrédients de même couleur donnent une petite marchandise de cette couleur.
2 ingrédients de même couleur et un autre ingrédient de n'importe quelle couleur font une grande marchandise de la couleur des 2 ingrédients. Et, troisième option, je peux très bien transformer les 3 ingrédients en ichor noir. Alors, si je fais la première option, j'enlève ces 2-là et je remets dans le sac pour prendre une petite marchandise verte. Si je choisis la deuxième recette, je prends les 3, je crée une grande marchandise verte, les 2 ingrédients de couleur retournent dans le sac, mais l'ingrédient noir va dans le chaudron de déchets, dans la position la plus basse. Et si le chaudron de déchets se remplit jusqu'ici, à chaque fois, vous obtenez une carte corruption. Et la troisième option possible pour ce chaudron, c'est d'utiliser les 3 ingrédients pour avoir un ichor noir. Alors, comme précédemment, si je fais ça, ces 2-là retournent dans le sac, et celui-là dans le chaudron de déchets. Ce qui a pour incidence de débloquer cet ichor noir qui va venir occuper une place dans le chaudron. Cet ichor noir fonctionne comme une bille noire, sauf qu'elle ne pourra jamais être enlevée. Elle restera jusqu'à la fin de la partie. Et en faisant comme ça, je viens de débloquer le mécénat rouge. Les billes noires ou les ichors réagissent de la même façon. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour copier une couleur qu'il y a déjà dans le chaudron. Par exemple ici, avec cette configuration, je peux choisir de mettre cet ichor rouge ou vert en fonction de la couleur de la marchandise que je veux. Je peux alors faire une petite marchandise verte ou une petite rouge, ou alors une grande verte ou une grande rouge. La dernière action propre à l'alchimiste, c'est l'action nettoyer le chaudron. Cette action coûte un temps et permet de prendre toutes les billes noires de ce chaudron et de les remettre dans le sac. Pour les actions des habitants, la première permet de remettre jusqu'à 2 ingrédients de n'importe quel chaudron dans le sac. La deuxième action permet de prendre un ingrédient du décanteur ou de n'importe quel chaudron pour le poser dans n'importe quel autre chaudron qui a un emplacement libre disponible. La troisième action permet d'effectuer une action brassée dans 2 chaudrons maximum. Et la troisième action, défausser une carte corruption. Nous allons maintenant voir la capitaine marchand du jeu de base. Je vais décrire les actions une à une. On va commencer par celle-là. Pour un temps, j'ai droit à un mouvement. Je peux donc bouger d'une case un des bateaux qui se trouve au milieu. La deuxième action, pour 2 temps, est de faire tourner la flèche de la boussole. Ici, j'ai droit à 4 déplacements et je dois poser 3 pièces sur l'île des pirates. Donc je prends 3 pièces de la réserve, je la place sur l'île. Si je n'avais pas pu poser les 3 pièces sur l'île, j'en aurais posé un maximum et j'aurais eu une carte corruption. Il existe des raccourcis entre les cases. Pour prendre un raccourci, il faut poser une pièce sur l'île des pirates et utiliser un mouvement. J'utilise le raccourci qui est ici pour aller sur cette case. Quand un vaisseau arrive sur une case où il y a un trésor, il faut le révéler. J'ai encore 3 mouvements pour mon action que je peux répartir entre mes bateaux. 1, 2, 3. Et le 4e mouvement a été fait par le premier bateau. Je passe à la prochaine action qui est pêcher pour 2 temps. L'action pêcher permet de récupérer une petite marchandise de tous les bateaux qui sont sur une case avec un hameçon. Dans ce cas-là, ici, je récupérais une petite marchandise verte et bleue. Une fois la pêche terminée, les bateaux reviennent au milieu. Si un de mes bateaux avait pêché dans cette case-là, j'aurais retiré jusqu'à 4 pièces de l'île des pirates. Pour chaque pièce de l'île des pirates retirée, le joueur gagne une pièce d'or. On passe ensuite à l'action en dessous qui coûte aussi 2 temps, qui est l'action importée. Grâce à l'action importée, tous les bateaux qui se trouvent sur une zone où il y a un trésor rapportent les trésors, créant une grande marchandise. À la fin de cette action, le bateau retourne au milieu et un nouveau coffre est mis en place. Si j'avais fait une action importée depuis la case où se trouve l'île des pirates, j'aurais pu retirer jusqu'à 7 pièces de l'île des pirates. Et ici aussi, chaque pièce retirée donne une pièce d'or. Lors de la phase de marché, si un bateau se trouve
sur une des cases où il y a un mécénat, ce mécénat est actif. Si un bateau est dans la zone de l'île aux pirates au moment du marché, vous pouvez défausser une carte corruption. Lors de la phase de marché, il est possible que plusieurs bateaux soient sur une même case. Si c'est le cas, vous aurez droit à 2 fois le mécénat. Lors de l'action boussole, si vous arrivez dans ce quart, vous avez donc 2 déplacements. Vous posez une pièce sur l'île aux pirates. Et ici, pour une carte corruption, vous pouvez relancer la flèche. Gratuitement, et cela ne vous coûte pas de temps en plus. Pendant la phase de nettoyage, tous les trésors sont ramassés, mélangés avec la pile, et de nouveaux trésors sont mis en place. Évidemment, si un bateau avait été dans une zone où il y a un trésor, ce trésor est immédiatement révélé. Il ne reste plus qu'à parler des actions des habitants. Cette capacité donne 2 points de mouvement, et vous devez poser une pièce sur l'île des pirates. Vous pouvez pêcher avec un bateau. Ici, retirez une pièce de l'île des pirates, puis avancez votre marqueur de pièces d'or de 1. Et ici, défaussez une carte corruption. On passe maintenant au chasseur de trésors, marchand issu de l'extension Grand Maître. Le chasseur de trésors va essayer de plonger pour récupérer le maximum de pièces. Ensuite, utiliser ces pièces pour créer des marchandises. On va faire le tour de ces actions. Action principale qui est l'action plongée pour un temps. Mais si on plonge plus profondément que ce token-là, l'action coûtera 2 temps. Lors de l'action plongée, je choisis un des sacs à dos qui a un emplacement vide. Donc je vais prendre le plus grand et je vais plonger pour la première fois. Alors, pour plonger, je vais piocher dans le sac autant de jetons que de caisses vides de mon sac. Premier jeton, une carte. Deuxième jeton, un crabe. Quand on a un crabe, on le met ici. Et pour chaque crabe sur le jeton, le marchand descend d'une case. Donc je continue. Troisième, 2 crabes. Je les mets là. Je descends de 2. Une pièce que je stocke dans le sac. Et mon dernier jeton. Une pièce que je stocke aussi. Ici, je peux choisir de continuer de plonger plus profondément, ou alors d'arrêter là et d'utiliser ce que j'ai récupéré. Donc je choisis de continuer ma plongée. Si je décide de continuer à descendre, je choisis un sac qui a encore un emplacement vide, donc je pourrais reprendre le même, mais je vais prendre celui-là. Donc 4 places. Du coup, je pioche 4 jetons. 2 pièces. Alors, celui-là, c'est un crabe fois le nombre de sacs avec au moins un objet dedans. Donc j'ai 2 sacs qui contiennent un objet. Donc c'est comme s'il y avait 2 crabes ici. Du coup, je descends de 2. 1, 2. Une carte. Et dernier jeton, une pièce. Pareil ici, soit je continue de plonger, soit je remonte avec ce que j'ai trouvé. Je vais m'arrêter là. Le risque, c'est de descendre trop profondément et d'arriver à cette case. Si on arrive à cette case, on doit évidemment sortir tout de suite de l'eau et on doit vider nos sacs pour ne pas avoir plus que le nombre inscrit dans le coin supérieur gauche de chaque sac. Donc ici c'est 3 maximum, ici c'est 2, ici c'est 1. Alors j'ai décidé de remonter à partir de cette case-là. Alors déjà l'action va me coûter 2 temps. Et on voit ici que si je remonte à partir de cette case, j'ai un bonus, j'ai une carte supplémentaire à utiliser tout de suite. Alors quand on sort de la plongée, on doit utiliser tout ce qui est utilisable de nos sacs. Les objets utilisables sont les cartes, les lanternes, mais j'en ai pas, et les filets, que je n'ai pas encore. Ici, j'ai des cartes, donc je vais prendre des cartes. J'ai 3 cartes. Je peux utiliser les cartes pour acheter des jetons ici qui libèrent des mécénats, ou alors des totems. Ce que je vais faire, avec une carte, je vais acheter
le double pièce rouge que je vais mettre dans le sac. Et on peut voir que la prochaine pièce me coûtera une carte en plus. Donc 2. Ensuite, avec une de mes cartes que j'ai en main, je vais acheter un totem. Par exemple, le totem rouge, je le mets là. Et je remets ce que je viens d'utiliser dans le sac. Il me reste une carte. Je vais la conserver dans mon espace de stockage. L'espace de stockage peut contenir 2 objets utilisables à la prochaine plongée. Ici, j'ai libéré un totem rouge. Ce qui va me permettre, à la phase de marché, de ne pas avoir de pénalité à chaque fois que je vends une marchandise rouge. Car ici, pour chaque couleur qui n'est pas recouverte, il y a un malus d'une carte corruption pour chaque marchandise de la couleur en question vendue. Lors de la phase de marché, si je vends une marchandise rouge, mon totem s'en va pour la manche d'après, et je dois aller la racheter. Sinon, j'aurai une pénalité pour la vente de marchandises rouges. Je laisse mes pièces dans les sacs, et mon action est terminée. Je vais faire l'action acheter des outils pour un temps. Je peux dépenser autant de pièces que j'ai dans mes sacs pour acheter soit des cartes, soit des lanternes pour le mettre dans le sac. Alors, je vais dépenser 2 pièces pour acheter une lanterne que je mets dans le sac. La lanterne suivante va coûter une pièce de plus. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser toutes mes dernières pièces. Donc 3 pour acheter une autre lanterne. À l'action suivante, je retourne faire de la plongée. Alors il faut savoir aussi que je peux, à tout moment de cette action plongée, utiliser la capacité d'un de mes habitants. Seulement, il y a une spécificité ici. Quand une capacité est utilisée, elle est retournée et ne peut plus être utilisée. Le seul moyen de retourner ces jetons pour pouvoir les réutiliser, c'est de faire l'action embaucher un nouvel habitant. Cette action réinitialise tous les jetons des actions habitants. J'en reviens à mon action plongée. Alors, je prends mon grand sac de 5 places et je vais tirer donc. Alors oui, quand vous initiez une action plongée, tous les crabes retournent dans le sac. Et je pioche donc 5 jetons. Double pièce. Un crabe. Un autre crabe. Un crabe fois le nombre de sacs avec un item dedans, donc j'en ai qu'un. Et le dernier, une lanterne. Je change de sac pour continuer ma plongée. Je pioche 4. 1. 2. Là, je descends de 2. 3. Oula. 1, 2, 3. Et ben là, je suis obligé de m'arrêter. Alors, je m'arrêterai une fois que j'ai pioché le dernier jeton. Hop. Donc, je peux pas aller plus loin. Alors, j'ai pas besoin de vider mes sacs puisque j'en ai moins de 3 ici, j'en ai 2 ici, et j'en ai 0 là-haut. Donc, on est bon. Par contre, à chaque fois qu'on descend en dessous de cette case, on reçoit une carte corruption. Ensuite, j'utilise la lanterne. La lanterne va descendre le jeton plongé d'un nombre égal au nombre de sacs qui contiennent au moins un objet. Donc ici, 2. Si la lanterne avait été le dernier objet du sac, ce sac n'aurait pas compté. La lanterne, je la remets dans le sac. J'ai une carte que j'utilise pour acheter un filet. Les pièces restent dans le sac jusqu'à utilisation. Mon action est terminée. Je vais ici pour m'acheter des marchandises avec les pièces. Alors j'ai 4 pièces, donc je ne peux faire
qu'une petite marchandise de la couleur que je veux. Et évidemment, le surplus de pièces est perdu. Alors, tout à l'heure, j'ai eu des pièces de couleur. Ces pièces sont un peu spéciales. Si j'avais eu une pièce verte, j'aurais pu l'utiliser pour acheter une marchandise verte et ça m'aurait compté comme 2 pièces d'or. Je vais déclencher une dernière action de plongée pour vous montrer comment fonctionnent les filets. Réinitialisation des crabes lors de la plongée. Je choisis ce sac-là. Alors ici, j'ai pu remplir mon sac. À chaque fois qu'un sac est rempli, vous voyez ici une petite flèche, ça vous fait descendre le personnage de 1. Je continue ma plongée avec ce sac-là. Alors je descends de 2 déjà et de 3. 1, 2, 3. Oui, ce jeton-là revient pour chaque plongée, il se réinitialise. Et un dernier, 2 pièces. Alors je décide d'arrêter là la plongée. Je peux utiliser donc des objets. Et j'utilise mes 2 lanternes pour faire descendre de 4. 1, 2, 3, 4. Donc là mon action ne coûtera que 1 temps, puisque je ne dépasse pas le jeton plongé. J'utilise un filet. Le filet va se placer sur un de ces 3 emplacements. Évidemment, il vaut mieux le mettre où il y a des crabes. Ce filet-là agit sur ces 2 cases, celui-là sur ces 2 cases, et celui-là sur ces 2 cases. Donc j'utilise le filet ici, et j'ai plus rien à utiliser. Lors de mes prochains achats, par exemple ici, je peux utiliser le filet que j'ai mis ici, pour avoir une pièce par crabe. Si j'utilise tout de suite le filet, j'ai 2 pièces ici, 3 pièces ici, donc ça me fait 5 pièces à utiliser. Je les utilise tout de suite. Il faut savoir que tout jeton utilisé qui a ce symbole-là ne retourne pas dans le sac, mais là d'où il a été acheté. Ici. Il va falloir racheter le filet pour pouvoir le réutiliser. Alors je viens d'utiliser 5 pièces pour m'acheter une grande marchandise de la couleur de mon choix. Ce jeton-là sert uniquement à acheter une marchandise rouge et fournit donc 2 pièces. Par contre, ce jeton-là peut fournir une pièce pour acheter n'importe quoi, mais s'il est utilisé pour acheter une marchandise verte, il compte pour 2. J'utilise alors ce jeton-là avec celui-là pour avoir 3 pièces et m'acheter une petite marchandise rouge. Ce jeton retourne dans le sac. Par contre, celui-là doit retourner de là où il a été acheté, rendant de nouveau indisponible le mécénat rouge. Dernière chose pour l'action plongée. Si vous déclenchez une action plongée alors que vous avez encore un filet et des crabes, les crabes sont remis dans le sac, mais le filet reste en place. Et pour les actions des habitants, cette action-là, c'est tout simplement gagner un totem, ou une idole plutôt. Ici, c'est piocher tout simplement 3 jetons du sac et garder les jetons qui vous intéressent. Donc si c'est des crabes, les mettre dans la zone de crabes. Si c'est des outils ou des pièces, les mettre dans vos sacs. Cette action-là sert à déplacer votre figurine de une case vers le haut ou le bas lors de la plongée. Et cette case-là a supprimé une carte corruption. On va maintenant regarder le plateau détective, issu d'extension grand maître. Cette partie du plateau désigne la partie fenêtre. Cette partie-là sont les affaires en cours. Le but du détective va être de résoudre des affaires en empilant des cartes jusqu'à que toutes les cases soient couvertes. Pour ce faire, il dispose de plusieurs actions. On va commencer par les 3 actions du bas. Il y a un chiffre sur ces 3 actions qui nous indique le nombre de sous-actions que je peux faire de la montre à gousset. Ici, j'en choisis une. Ici, 2.
mais l'action coûte plus cher. Ici 3, et l'action coûte encore plus cher. Imaginons que je fasse cette première action. Je choisis une sous-action ici. Ces actions de la montre à gousset s'appellent déduire, et celle-là relier. L'action relier me permet de choisir une carte à faire et de la mettre sur une autre. Une fois une de ces trois actions effectuées, il faut bouger de 90 degrés l'horloge qui se trouve dans la montre. Ce qui a pour effet de bloquer une action de la montre et d'en dévoiler une autre. Comme deuxième action, je vais me placer ici. Donc, pour un temps et une carte corruption, je vais pouvoir faire deux actions de la montre. Je vais choisir en première action l'action déduire. Elle me permet de choisir une des cartes des piles fenêtres et de la mettre sur une carte à faire. Je vais prendre celle-là et la mettre ici. J'ai maintenant 6 indices sur cette affaire. Je vais pouvoir lancer l'action résoudre en deuxième action. Lors de cette action, je prends un tas qui contient 6 indices, je le mets de côté et je crée des marchandises en fonction de la couleur des indices. Les marchandises qui peuvent être créées sont décrites ici. 2 indices noirs donnent 2 indices de la couleur qu'on désire et une corruption. 2 indices de la même couleur donnent une petite marchandise et 3 indices de la même couleur donnent une grande marchandise. J'ai ici 3 indices verts, je crée une grande marchandise verte que je mets dessus. 2 bleus pour une petite marchandise bleue. Lors de la phase de nettoyage de la manche en cours, les cartes que vous avez utilisées pour résoudre retournent dans leur paquet initial en dessous, en fonction de la disposition des indices. Celui-là retourne en dessous de ce paquet, etc. Je viens de finir mon action, je bouge de 90 degrés l'horloge. La dernière action propre au détective, c'est l'action obtenir des informateurs. Pour 2 temps, on déplace des indices de la fenêtre vers la partie affaires. Alors on descend uniquement une carte que dans des emplacements qui sont vides. Ici c'est pas vide, donc aucune carte ne descend. Pour la deuxième partie de l'action, je regarde si j'obtiens un informateur. Pour obtenir un des 4 informateurs, il faut qu'il y ait des indices de la couleur correspondante. Le premier informateur que vous allez prendre nécessite 2 indices. Le deuxième 3, ensuite 4 et 5. Par exemple, si sur cette ligne-là, j'ai 2 indices rouges, je peux prendre cet informateur. Ici, j'en ai 3. Je peux aussi regarder sur la ligne du bas. Si sur la ligne du bas, j'ai au moins 2 indices rouges, je peux aussi prendre l'informateur rouge. Je pourrais aussi choisir le jaune. Je décide de prendre l'informateur rouge, que je mets de côté pour l'instant. Et comme je viens de dire, le prochain informateur, donc la prochaine fois que vous referez cette action, si vous voulez un nouvel informateur, il faut avoir cette fois-ci 3 indices de la couleur de l'informateur voulu. Et plus j'enlève des informateurs, plus vous voyez que le coût augmente en termes d'indices. Et évidemment, chaque informateur donne accès à un mécénat. En plus du mécénat, un informateur a une autre utilité. Imaginons que je fasse cette action-là, que je choisisse l'action de la montre déduire, qui me permet de prendre la première carte d'un tas sur la ligne du haut et la poser en bas. Je la mets ici. Donc là, je viens d'effectuer ma première action. Et ma deuxième action, je peux lancer une action résoudre en utilisant mon informateur qui vient se mettre ici. En se mettant ici, la carte est complète. Je ne peux utiliser un informateur que si grâce à lui, je remplis une affaire, sachant qu'on peut en placer plusieurs sur une même affaire. L'informateur n'est pas obligatoirement placé sur un emplacement vide, il peut venir remplacer une couleur. Dans mon exemple, je n'ai qu'un informateur et je suis obligé de l'utiliser ici si je veux résoudre cette affaire. Donc comme tout à l'heure,
Je retire ce paquet, je le place à côté, ce qui me permet de créer une grande marchandise rouge, et puis c'est tout. Alors, comme dit tout à l'heure, lors de la phase de nettoyage, les cartes vont aller en dessous des tas, et vous pourrez de nouveau avoir accès à votre informateur. Lors de l'étape de mécénat, vous recevrez un mécénat de tous les informateurs que vous avez débloqués, qu'ils soient utilisés pour une affaire ou non. Il ne me reste plus qu'à vous parler des actions habitants. Ici, effectuez une action montre à gousset révélée, puis tournez l'horloge de 90 degrés. Effectuez l'action montre à gousset déduire ou relier, même si elle est couverte. Obtenez un jeton informateur et une carte corruption. Et ici, défaussez une carte corruption de votre choix. On passe maintenant au champignoniste, marchand de la boîte de l'extension Grand Maître. Son but va être de faire pousser des champignons et les revendre aux aventuriers. Ce marchand-là est spécial, car il n'a pas de figurine, ni de case action, mais il dispose de 5 tuiles action. Au départ, on les a tous en main. Et pour chaque action, vous choisirez une tuile et vous exécuterez l'action qu'il y a dessus. Avant chaque action, vous pouvez décider de rappeler une tuile que vous avez défaussée dans votre main. Par exemple, si à ma première action, j'ai utilisé cette tuile, à ma deuxième celle-là, j'ai plus que 3 tuiles en main. Au début de mon action, si je fais une action gratuite rappel, je regarde ce tableau. Si j'ai une tuile à rappeler, je prends 2 cartes corruption. Si j'ai 2 tuiles à rappeler, une carte corruption. 3 tuiles, je gagne un sport noir. 4 tuiles, une sport blanche. Et 5 tuiles, je gagne un champignon qui permet de débloquer un mécénat. Donc dans mon exemple, j'en ai 2 à rappeler pour pouvoir les réutiliser. Et ça m'aurait fait une carte corruption. Donc il est plus avantageux d'attendre d'avoir utilisé beaucoup de tuiles action avant de les rappeler. Petite précision sur le fait d'en rappeler 5. Je choisis un champignon de la couleur que je souhaite. Je l'enlève, ce qui me permet de gagner un mécénat de la couleur en question. Et je prends aussi une spore de la couleur en question, que je place dans ma réserve de sport. Je vais maintenant décrire les actions disponibles. Mais avant ça, pour déclencher les actions recruter un habitant et utiliser les habitants, il suffit d'utiliser une des tuiles actions, de la retourner et de la défausser. Et le coût de l'action en temps dépendra de la carte recrutée, comme d'habitude, et ici, de 2 sabliers. À noter qu'une des actions dispose d'une croissance, que j'expliquerai juste après. Si vous choisissez cette tuile pour faire le recrutement ou l'utilisation des compétences des habitants, vous aurez accès aussi en plus à cette action. Les actions vont vous servir à bouger l'un de vos 4 insectes. Chaque insecte a une compétence propre qui se déclenche à la fin d'un déplacement. C'est pour ça que les actions qu'on peut voir sur les tuiles sont des déplacements. Ici, déplacer un insecte de 4 cases pour 2. Ici, déplacer un insecte de 2 cases pour un temps. Ici, téléporter un insecte directement sur une case qu'on veut et déclencher un cycle de croissance. Avancer un insecte d'autant de cases que vous désirez, mais dans la même direction. Cette tuile vous permet de sélectionner un insecte, d'échanger sa place avec un autre, et ensuite d'avancer d'une case. Le but ici va être d'amasser des spores pour les mettre dans la réserve de spores, les faire grandir en petits champignons qui eux-mêmes grandiront en grands. On va faire un exemple. J'utilise cette tuile pour bouger le papillon de 2 cases. 1, 2. Si n'importe quel insecte termine un déplacement sur une case qui contient un spore, on la prend directement pour mettre dans notre réserve. J'ai placé mon papillon au milieu. Ici, je peux voir que l'action du papillon est de ramasser 4 spores qui se situent autour de lui. Je vais alors prendre les 2 bleus et les 2 verts. On peut voir que les tuiles qui sont en dessous des spores sont des tuiles champignons. Sinon, les autres tuiles sont des tuiles terre. Mon action est terminée. Lors de ma prochaine action, je choisis une nouvelle tuile. Par exemple, déplacement de 4 pour mon escargot. Pour l'exemple, je vais juste le bouger de 1. J'ai utilisé une tuile pour faire 4 mouvements, mais je peux en faire de 1 à 3.
Il suffit de faire au minimum un mouvement pour déclencher l'action de l'insecte. Alors l'effet de l'escargot, c'est de prendre 4 tuiles champignons autour de lui et de les échanger avec des tuiles compost. Les tuiles compost sont ici. Alors ici, à côté de l'escargot, il n'y en a que 2, donc je prends ces 2-là. Je les retourne sur la face terre et je choisis d'autres tuiles que je vais poser à la place. Ceux que j'ai retirés vont dans le compost. Et mon action est terminée. Lors d'une prochaine action, j'utilise cette action qui me permet de bouger d'autant de cases que je le désire, mais dans une même direction. Je l'utilise pour le ver de terre. Le ver de terre va retourner toutes les cases terre qu'il quitte pour les mettre face champignon et mettre une spore dessus. Je vais aller par là, je retourne la tuile champignon rouge, donc je mets une spore rouge dessus. Je le bouge encore par là. Face champignon vert. Alors, ici, je ne peux plus bouger avec cette action-là, mais le plateau me dit que j'ai le droit à un mouvement supplémentaire. Et ce mouvement supplémentaire, je le fais dans le sens que je veux. Par là. Il a quitté la case rouge. Voilà, mon action est terminée. C'est de nouveau mon tour. J'utilise mon action gratuite de rappel. J'ai 3 tuiles à rappeler. Je gagne alors une spore noire. À tout moment de la partie, je peux utiliser 2 spores noires pour recevoir une carte corruption et provoquer une croissance. Pour rappel, le fait de récupérer des tuiles n'est pas une action. Alors, je vais utiliser cette action-là pour montrer le dernier insecte qui est la luciole. Alors, pour la luciole, je la déplace donc de 2. 1, 2. Elle me permet de récupérer une spore blanche et provoque un cycle de croissance. Alors, lors d'un cycle de croissance, on peut céder du tableau qui est ici. Tous les petits champignons deviennent des grands, tous les grands deviennent 2 petits et on a une carte corruption. Les spores blanches peuvent être transformées en n'importe quelle couleur et 2 spores se transforment en petits champignons. Dans mon cas, les 2 spores bleues se transforment en petits champignons. Les verts, pareil. Et ici, je ne peux plus rien faire, donc l'action est terminée. Lors d'une autre action, je vais utiliser cette case pour bouger un insecte directement sur la case que je veux et déclencher un cycle de croissance. Je vais bouger la luciole pour gagner une spore blanche et déclencher un autre cycle de croissance. Ce qui m'en fait 2 de suite. Donc on va les gérer séparément. Alors pour la première croissance, tous mes petits champignons deviennent des grands. Les 2 blanches, on va les transformer en rouge par exemple. Alors à ce moment-là, je viens de finir le premier cycle de croissance. Je dois décider si mes marchandises, je les mets sur mon étal ou pas. Sachant que si je les laisse ici, je ne pourrai pas les vendre. Alors je sors les 2 grandes et je laisse la petite marchandise. Je ne peux sortir de ma zone de sport les marchandises que lors d'une action cycle de croissance. Je fais maintenant mon second cycle, ce qui fait grandir le champignon rouge une fois. Et l'action est terminée. Il me reste qu'à vous montrer les actions habitants. Ici, gagner une spore de la couleur qu'on désire. Déclencher un cycle de croissance. Faire une action de rappel de tuiles, mais avec +1. C'est-à-dire que si j'utilise ce rappel maintenant,
c'est comme si je rappelais 3 tuiles, alors qu'en fait j'en ai que 2 à rappeler. Et donc j'aurai le bonus de rappel de 3 tuiles. Et le dernier, comme d'habitude, défausser une carte corruption. Je vais maintenant expliquer les actions de la chef pâtissière, marchand de l'extension grand maître. La chef pâtissière va se servir de ces 3 mixeurs pour faire des marchandises. On va commencer avec cette action. Cette action va nous permettre de verser de la pâte dans un des 3 mixeurs et de le mettre sur une des 3 premières cases. Alors, pour verser dans un mixeur, on va d'abord piocher une carte qui va nous indiquer le mixeur utilisé. Je prends un jeton pâte et je peux le placer, grâce à cette action, sur une des 3 premières cases. Je vais le placer par exemple ici. L'action qui est juste en dessous est de verser 3 pâtes. Il va donc falloir tirer 3 cartes pour savoir où on va les mettre. Dans ce mixeur-là. Par contre, cette fois-ci, je dois le mettre, la pâte, directement sur la première case du mixeur. Pour la deuxième, ici. Et la troisième, en haut. Cette action-là, pour 2 temps, permet, comme indiqué ici, de tourner de 3 crans la roue du milieu. 1, 2, 3. Ce qui a pour effet de bouger toutes les pattes. À tout moment lors de votre action, avant ou après, vous pouvez bouger de 1 vers la droite ce marqueur pour bouger d'un cran la roue du milieu dans les sens des aiguilles d'une montre. Mais cette action bonus ne peut être faite qu'une seule fois par action. Si vous arrivez ici, vous gagnez une carte corruption. Ici, vous en gagnez une autre. Et si vous ne faites pas cette action-là, vous ne pouvez plus faire cette action bonus. Si je fais cette action qui est l'action laisser reposer, je remets le jeton tout au début de la ligne. La dernière action spécifique à la chef pâtissière est l'action vider les mixeurs. Ici, on va pouvoir retirer toutes les pattes des mixeurs que l'on souhaite. À chaque fois qu'on va retirer une patte, on va exécuter l'action de là où elle est. Il n'est pas obligatoire de retirer toutes les pattes. On peut très bien en laisser une pour les tours suivants. Je vais choisir ici de tous les retirer. Par exemple, celle qui est ici. Si je la retire, on a une icône feu. Une icône feu permet de descendre un de ces 3 jetons. Je vais descendre ce jeton-là. Je vais retirer le jeton du mixeur jaune. La case m'indique que je peux prendre un jeton glaçage rouge ou jaune. Je vais en prendre un jaune. Un jeton glaçage débloque un mécénat et surtout peut être accroché sur une des marchandises. Imaginons que je l'accroche à une marchandise rouge. Cette marchandise pourra être vendue à des clients rouges ou à des clients jaunes. Ici, la même chose avec du glaçage bleu ou vert. Je ne peux mettre qu'un seul glaçage par marchandise. Et le dernier, on a une flèche rouge avec un 4. Ça signifie que je peux avancer de 4 dans le four une marchandise rouge. J'utilise un point en la mettant sur la première case. 2, 3, 4. Si je dépasse ce jeton, ma petite marchandise, devient grande. Et mon action est terminée. Je peux ainsi lui rajouter par exemple un glaçage bleu pour pouvoir le vendre au client rouge ou client bleu. Par contre, si je vends cette marchandise alors qu'elle est encore ici, je recevrai une corruption car elle est considérée comme non cuite. Pour être considérée cuite, je dois dépasser le jeton qui est ici. Chacun de ces 3 jetons peut descendre d'une case à chaque fois qu'une patte est vidée depuis une icône feu. Comme j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai descendu ce jeton d'ici à ici. Alors, cette icône-là,
comme vous avez remarqué, si une marchandise la dépasse, elle passe de petite à grande. Ici, si j'ai une petite marchandise ici, elle est considérée comme non cuite, je peux la vendre, mais j'aurai une carte corruption. Pour être considérée cuite, il faut qu'elle dépasse ce jeton. Une fois une marchandise vendue avec un glaçage, le glaçage revient ici pour cacher le mécénat. Pour ce qui est des cartes mixeurs, quand la pile est épuisée, on reprend la défausse et on la remélange. Si vous tombez sur cette carte-là, vous pouvez choisir dans quel mixeur vous mettez la pâte. Pour ce qui est des actions des habitants, on a ici versé une pâte dans un mixeur de notre choix. Donc sur une des 3 cases, verser la pâte. Ou alors gagner un glaçage de la couleur de notre choix. Ici, tourner l'engrenage central d'un cran dans le sens horaire. Retirer jusqu'à 2 cubes pâte des mixeurs pour effectuer des actions mixeurs. Et ici, retirer une carte corruption.